tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble un cours très intéressant destiné aux externes de la quatrième année médecine, l'hypertension artérielle. Aussi, c'est un motif très fréquent en consultation des urgences en cardiologie. Ce cours est rédigé par le maître de conférence 1 en cardiologie, professeur Faudet de la faculté de médecine de Constantine. On commence avec une définition. Alors, c'est quoi la définition de l'HTA? Les limites de l'HTA sont définies en fonction des niveaux de pression artérielle à partir desquels le risque cardiovasculaire augmente d'une façon significative et rapidement progressive, mais baisse en revanche si une intervention thérapeutique ramène la pression artérielle à des valeurs plus basses. La définition de l'HTA, c'est une définition numérique, se base sur des chiffres. Et ces chiffres-là sont des chiffres à partir desquels le risque cardiovasculaire augmente. En même temps, ces chiffres vont baisser si une intervention thérapeutique prend lieu. Alors, la classification de l'HTA. La classification de l'HTA selon les recommandations européennes de l'AC, on a deux types de recommandations, les recommandations américaines et européennes. Alors, une définition de l'HTA, d'une façon générale, on sait bien qu'une HTA, c'est une pression artérielle systolique qui dépasse 14 et une pression artérielle diastolique qui dépasse 90, bien sûr millimètres mercure. Cette définition est un peu moins détaillée. Ces recommandations, soit européennes, soit américaines, permettent à peu près de détailler c'est quoi une pression artérielle optimale, le grade 1, le grade 2, etc. C'est-à-dire en détail. La pression artérielle optimale pour systolique doit être inférieure à 12 ou bien 120 mmHg et diastolique inférieure à 80. C'est une pression artérielle optimale, c'est-à-dire les chiffres les plus idéaux pour une meilleure santé cardiovasculaire. Alors pour normal, on a 12 et 129 et ou même 80, 84. Normal haute, 13, 139 et 85, 89. Ce sont des chiffres les plus normaux possibles. La valeur la plus max pour accepter que ce n'est pas une HTA, c'est 139 pour la systolique et pour la diastolique, c'est 89. Au-delà de ça, c'est une hypertension artérielle. Une hypertension artérielle aussi est classée en 3 grades. Le grade 1, le 2 et le 3, et on a l'HTA systolique isolée. Cette HTA systolique isolée correspond à une valeur supérieure ou égale à 14 et on la retrouve avec une pression artérielle systolique inférieure à 90, c'est-à-dire la plus normale possible. On la retrouve très souvent chez les sujets âgés, c'est en rapport avec l'âge. C'est l'HTA systolique isolée. Pour les autres grades, on a le grade 1, le grade 2 et le grade 3. Pour le grade 1, c'est 14, 159 et ou 90, 99. Le grade 2, 16, 77 et 100 à 109. Le grade 3, c'est supérieur ou égal à 80 et pour diastolique, supérieur ou égal à 11. Voilà, c'est la valeur selon les recommandations européennes. Et pour américaine, on a la pression artérielle normale inférieure à 12,8. Élevée supérieure à 12, 12, 129 et 80 mmHg. L'HTA stade 1, c'est 130, 139, 80, 89. HTA stade 2, supérieur à 14, 90 mmHg. Et c'est juste des recommandations pour européennes américaines. Vous pouvez prendre n'importe quelle recommandation et les utiliser en pratique clinique. Donc ça varie en fonction du contexte. Épidémiologie de l'HTA. La prévalence de l'HTA augmente avec l'âge. On a 1% dans la tranche d'âge entre 20 et 29, c'est-à-dire la prévalence est faible. Supérieure à 50% au-delà de 80 ans. Au-delà de 80 ans, la prévalence de l'HTA augmente. C'est l'effet de l'âge. Parce que normalement, avec l'âge, la distensibilité de des parois élastiques des artères diminue. Du coup, n'arrive pas à bien pomper le sang, à bien mobiliser les réserves sanguines. Avec le temps, les résistances augmentent et l'HTA se développe. Le problème avec l'HTA, c'est sa prévalence par exemple en Algérie, c'est
de 35% chez les adultes de plus de 18 ans. C'est-à-dire qu'elle est sous-estimée à peu près. L'hypertension artérielle, c'est une maladie aussi sous-diagnostiquée. On a 46,4% des cas sont au courant de la maladie, selon l'OMS, sous-traités. 40,6% des malades sont réellement traités, seulement 40%, imaginez, et très peu de malades sont aux objectifs thérapeutiques, 13,1% des malades sont contrôlés. Le problème avec l'HTA, c'est qu'elle est sous-diagnostiquée, aussi elle est sous-traitée, aussi la majorité des patients qui ont l'HTA et qui ont une HTA bien connue sont très loin de leurs objectifs thérapeutiques suite à une mauvaise observance très souvent. Ils ne font pas un bilan tensionnel régulier, ne respectent pas les règles hygiéno-diététiques, ne respectent pas aussi la prise correcte de leur traitement. Et aussi, c'est une maladie sous-diagnostiquée, c'est-à-dire la majorité de la population développe une HTA sans qu'elle soit vraiment au courant. Le vieillissement entraîne, pourquoi ça augmente avec l'âge? La réponse est ici, le vieillissement entraîne une perte de la distensibilité des artères élastiques, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle systolique. C'est pour ça l'HTA systolique isolée est un problème fréquent chez la personne âgée. Dont on a déjà parlé. Vous avez ici l'HTA systolique supérieur ou égal à, dans le tableau, vous avez l'HTA supérieur ou égal à 14 et où diastolique est respecté inférieur à 90. C'est l'HTA systolique isolée expliquée par le vieillissement de la paroi des artères. L'HTA est plus fréquente aussi chez la femme. Pourquoi la femme? La femme déjà originairement et automatiquement est très stressée que l'homme. Aussi, on a la protection hormonale de la femme à un certain moment, après la ménopause. Cette protection disparaît. Aussi beaucoup plus fréquente chez le sujet noir, c'est un problème d'hérédité, les obèses. Les obèses souffrent de dyslipidémie, ils ont une masse graisseuse très élevée, ce qui empêche la fonction correcte des artères. Aussi les populations à forte consommation du sel, les couches défavorisées, c'est-à-dire avec un niveau socio-économique bas, et les sujets avec une vie sédentaire ou bien ceux qui sont exposés à des stress répétés. Parce qu'on sait physiologiquement que le stress, à peu près, va augmenter la pression artérielle d'une façon incorrecte. Par contre, par exemple, l'exercice physique va bien sûr augmenter la pression artérielle, mais en modifiant la marge de la sensibilisation des barorécepteurs. Par exemple, les barorécepteurs sont sensibles dans les normes à partir du 80 jusqu'à 160 mm/Mercure. Au cours d'un exercice physique, cette sensibilité augmente et on a normalement la fréquence de décharge des barorécepteurs augmente, mais c'est tout à fait le contraire. La fréquence de décharge des barorécepteurs diminue parce qu'il y a eu une re-régulation de leur marge d'exercice. De quelque sorte, on va avoir que les barorécepteurs vont plus envoyer des signaux, vont plus avoir une fréquence de décharge élevée au cours de l'exercice physique. Il y aura lors de l'exercice physique une augmentation de la pression artérielle sans que ça soit nocif sur la santé cardiovasculaire, au contraire. Aussi pour les sujets AV sédentaires, pourquoi on conseille bien l'exercice physique régulier. On a aussi la prédisposition génétique dans 30% des cas environ, surtout pour les sujets qui sont à partir de moins de 50 ans. On la nomme l'HTA essentielle, une HTA qui se développe suite à l'hérédité. On ouvre la parenthèse pour l'HTA essentielle, c'est une HTA qui est une HTA primaire, on va dire. Une HTA sans cause identifiée, sans cause vraiment déterminée. Contrairement à l'HTA secondaire, on a une cause sous-jacente, une pathologie sous-jacente, par exemple l'HTA rénovasculaire ou l'HTA endocrinienne. La physiopathologie de l'HTA, c'est-à-dire on va parler de ce qui se déroule au niveau de l'artère. La pression artérielle est le produit du débit cardiaque et les résistances artérielles. Une pression artérielle est égale à quoi? Égale à le débit cardiaque fois les résistances périphériques.
L'élément prépondérant dans l'élévation des chiffres tensionnels est l'augmentation des résistances périphériques. On a par exemple, ici on va essayer de simplifier, on a dit que la pression artérielle est égale à comme ça, le débit, fois les résistances périphériques. On a essentiellement la paroi des artères. On essaye de simplifier un peu plus. L'intima, la média, l'adventice. On s'intéresse aux couches les plus internes. Ce sont des parois comme ça élastiques. Avec l'âge, il y aura une perte de la distensibilité de la paroi de ces artères. Ils perdent leur élasticité. Du coup, l'élément qui va se modifier ici, c'est quoi? Ce sont les résistances. Vous avez les résistances périphériques qui vont s'élever. Pour le débit cardiaque, en général, ça reste constant. Donc, le débit cardiaque est une constante. Du coup, la pression artérielle aussi va s'élever en gardant un débit stable. Bien sûr, le débit stable, en absence des pathologies cardiovasculaires déterminées, si vous avez une pathologie où le débit est bas, ça va modifier aussi la pression, une pathologie où le débit s'élève. Ici, on s'intéresse aux résistances. Les résistances périphériques s'élèvent. Du coup, vous allez avoir une augmentation de la pression artérielle. Voilà. On revient. Alors, l'élément prépondérant dans l'élévation des chiffres tensionnels, c'est l'augmentation des résistances périphériques. Voilà. Le rein. Ici, on va parler du rôle du rein. Le système rénine, angiotensine, aldostérone, quand vous connaissiez, quand vous avez vu ce concept en deuxième année, en physiologie rénale. Le rein, c'est un organe central dans la régulation à long terme de la pression artérielle. C'est un organe central. Et le rôle du rein, c'est un rôle à peu près, on va se dire, une régulation qui est à moyen terme. Ce n'est pas une régulation très rapide, mais une régulation en même temps efficace et qui va perdurer dans le temps. Toute élévation de la pression artérielle entraîne une augmentation du sodium excrété. Toute élévation de la pression artérielle, c'est-à-dire une élimination du sodium. Il y en a une relation très adéquate entre le sodium et l'élévation de la tension artérielle. L'élévation du sodium, c'est pour ça qu'on conseille pour ceux qui présentent une HTA de limiter leur consommation sodique. Donc pourquoi on a une relation entre l'élévation de la pression artérielle et l'augmentation du sodium excrété? L'augmentation du sodium excrété, c'est-à-dire une réduction de la volémie. Si on élimine les sels à travers les reins, l'eau suit le mouvement du sodium. C'est une théorie ou bien c'est une règle connue que l'eau suit les mouvements du sodium. C'est-à-dire quand le sodium se déplace d'un compartiment à un autre, l'eau va suivre ces mouvements. Une augmentation donc du sodium excrété par les reins, c'est-à-dire une réduction de la volémie parce que l'eau suit le mouvement du sodium. Et le rétablissement d'une pression artérielle normale, c'est-à-dire le rein va essayer de régler la pression artérielle en augmentant l'excrétion du sel. Du coup, on va réduire la volémie. Une réduction de la volémie, c'est-à-dire quoi? La volémie, c'est quoi? C'est le volume sanguin total. Un volume sanguin total beaucoup plus bas, des résistances moins élevées. On répète, la volémie, quand elle diminue, volume sanguin total, c'est-à-dire la volémie, c'est le volume sanguin total. Une diminution du volume sanguin total, c'est-à-dire une diminution de la pression artérielle par baisse des résistances vasculaires périphériques. Rappelez-vous que la pression est égale à le débit fois les résistances périphériques. Diminution des résistances, diminution de la pression artérielle. En cas de baisse de la pression artérielle, le rein sécrète la rénine. Le cas contraire, une baisse de la pression artérielle. Le rein va sécréter la rénine, stimulant ainsi le système rénine-angiotensine-aldostérone, ce qui entraîne une rétention hydrosodée et une vasoconstriction corrigeant ainsi la baisse de la pression artérielle. On répète, on va relire le passage. En cas de baisse de la pression artérielle, le rein va sécréter quoi? La rénine, stimulant ainsi le système rénine-angiotensine-aldostérone,
ce qui entraîne une rétention hydrosodée et vasoconstriction, corrigeant ainsi la baisse de la pression artérielle. Je m'explique. On a une baisse de la pression artérielle. On a besoin d'un schéma pour cela. Alors, on a une baisse de la pression artérielle, c'est-à-dire une diminution de la perfusion rénale. Une diminution de la perfusion rénale est bien censée par l'artériole afférente. L'artériole afférente, dès qu'il y ait une hypoperfusion rénale, va censer cette diminution de la perfusion. Bien sûr, dans le cadre d'une hypotension. Une hypotension artérielle va donner une hypoperfusion rénale qui va être détectée par l'artériole afférente. Dans l'artériole afférente, la réponse, ce sera à travers une vasoconstriction par l'intermédiaire du système rénine, angiotensine, aldostérone. Voilà ici ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. C'est ça l'appareil juxtaglomérulaire. Dès qu'il y a une diminution de la perfusion, les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire vont sécréter ce qu'on appelle la rénine. On va sécréter la rénine. Pas de place pour écrire la rénine, pas de souci. Alors, on va sécréter la rénine. La rénine va activer autre substance. C'est le système rénine-angiotensine. Alors, la rénine va activer ce qu'on appelle l'angiotensinogène. L'angiotensinogène synthétisé au niveau hépatique. L'angiotensinogène va activer l'angiotensine 1. Et par l'intermédiaire de l'enzyme de conversion pulmonaire, l'angiotensine 1 se transforme en angiotensine 2. L'angiotensine 2, c'est un puissant vasoconstricteur. L'augmentation de la vasoconstriction, ça va stimuler les cellules musculaires rénales. Il y aura une vasoconstriction. Une vasoconstriction, c'est-à-dire quoi? Une augmentation des résistances de la paroi des artères. Une augmentation des résistances, c'est une augmentation de la pression artérielle, parce que la pression artérielle toujours est égale à le débit fois les résistances. Alors, il y aura ici une sécrétion de la rénine et du coup, une vasoconstriction. Une vasoconstriction va élever la pression artérielle. Dans 95% des cas, l'HTA est essentiel sans cause identifiée. L'HTA essentiel, c'est-à-dire on a seulement 5% des causes où l'HTA est secondaire. Un défaut d'excrétion du sodium à long terme a été mis en avant comme mécanisme principal de l'HTA essentiel. En fait, vu l'explication de la physiopathologie rénale, le rein contribue à baisser de la pression artérielle à travers augmentation de l'excrétion du sodium, une augmentation de l'excrétion du sodium, une diminution de la volémie, une baisse de la pression artérielle. C'est le cas avec l'HTA essentiel. Il s'agit d'un défaut d'excrétion du sodium. J'ai passé plusieurs diapos. Alors, les conséquences physiopathologiques de cette élévation de l'HTA. Quel est son retentissement sur les organes? Alors, la première des conséquences sont multiples. On a l'HVG, une hypertrophie ventriculaire gauche. Une hypertrophie ventriculaire gauche entraîne une altération de la fonction diastolique et une ischémie myocardique. Une augmentation de la consommation en oxygène. Une hypertrophie ventriculaire gauche, une altération de la fonction diastolique. Tout d'abord, il faut définir c'est quoi l'hypertrophie ventriculaire gauche. Définissons ensemble c'est quoi l'HVG. Alors, j'ai besoin de schématiser un peu. Alors, si je dessine un petit cœur, alors je dessine pas très bien. C'est par exemple, c'est ça les chambres du cœur. On a l'oreillette droite et puis l'oreillette gauche, c'est ça l'aorte. Voilà. Une HVG, c'est une augmentation de l'épaisseur du myocarde. On a comme ça l'augmentation de l'épaisseur du myocarde. Ici, c'est le ventricule gauche. Mais pour la cavité, ici c'est la cavité, la taille de la cavité reste la même. La taille de la cavité reste la même. C'est l'épaisseur du myocarde qui se modifie. Une augmentation du travail du corps contre une pression élevée, c'est ça l'HVG. Parce qu'en fait la pression et l'HTA c'est une pression, donc une pression qui s'élève.
C'est-à-dire, on a besoin d'un surcroît du travail du cœur pour pomper le sang, pour répondre aux besoins accrus. Alors, vous avez la cavité qui est une cavité stable, qui ne présente pas une augmentation de sa taille, et vous avez l'épaisseur du myocarde qui augmente. L'épaisseur du myocarde qui augmente, c'est-à-dire qu'on a les besoins aussi qui augmentent. Ça risque de donner une ischémie. Pourquoi l'ischémie? Parce que la consommation myocardique en oxygène augmente. Augmentation de l'épaisseur du myocarde est égale à l'augmentation de la consommation myocardique en oxygène. Et parce qu'on a la consommation myocardique en oxygène est faible, parce que le travail du cœur va s'altérer avec le temps, vous aurez une ischémie. C'est d'un côté. De l'autre côté, une augmentation de l'épaisseur du ventricule gauche va retentir sur, voilà, l'oreillette gauche. C'est-à-dire, vous commencez avec une HVG, vous terminez avec une HAG, une hypertrophie auriculaire gauche. Alors, comment on va se renseigner de l'HVG? Bien sûr, c'est tout simplement l'ECG. Qu'est-ce qu'on observe à l'ECG? À l'ECG, on va observer un indice de Sokolov élevé, une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, vous faites votre S1 plus R5 ou bien R6. Vous retrouvez un indice de Sokolov, la somme du ratio dépasse 35 mm, voilà. Quand ça dépasse 35 mm, vous êtes devant une HVG, une hypertrophie ventriculaire gauche. D'ailleurs, c'est une conséquence physiopathologique très fréquente en HTA. On revient au cours. Alors, vous avez une HVG qui entraîne une altération de la fonction diastolique. On a dit que la cavité reste la même, ne modifie pas son volume. Donc, ça empêche le relâchement ou le remplissage correct du cœur. Et vous aurez aussi une ischémie myocardique parce qu'on a tout simplement une augmentation de la consommation myocardique en oxygène. Donc, une adéquation des besoins et des apports. Donc, une altération de la fonction diastolique 1, une ischémie myocardique 2. Avec le temps, le volume va regurgiter du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, entraînant une dilatation de l'oreillette gauche. Une dilatation de l'oreillette gauche va prédisposer aux troubles du rythme. Voilà, les troubles du rythme auriculaire type ACFA. La CFA favorise les thromboses, donc des thromboses de l'oreillette gauche. Donc, une dilatation, une HVG va entraîner une dilatation de l'oreillette gauche. Une dilatation de l'oreillette gauche va exposer aux troubles du rythme parce que voilà, vous avez une oreillette plus amplifiée. L'oreillette plus amplifiée, c'est-à-dire que le courant électrique qui parcourt l'oreillette gauche n'est pas suffisant, ça entraîne des troubles du rythme. Vous avez la CFA, thrombose de l'oreillette gauche. Ce petit thrombus ne reste plus petit, il va se fragmenter. Il va se fragmenter en d'autres fragments beaucoup plus petits et migrer dans toute la circulation sanguine, entraînant par exemple un AVC, une embolie pulmonaire, etc. La CFA va se compliquer davantage. Donc l'HVG est la première conséquence. On passe par la suite à l'artériosclérose. Bien sûr, vous devez faire la part entre l'athérosclérose et l'artériosclérose. L'athérosclérose concerne les artères de gros et moyen diamètre, artériosclérose les petites artérioles. C'est une atteinte des artérioles pouvant aller jusqu'à la nécrose artériolaire. Et les artérioles les plus exposées sont les artérioles rénales, les artérioles des reins. On a une nécrose glomérulaire, d'où une insuffisance rénale. On tombe dans le cadre d'une néphropathie glomérulaire. L'artériosclérose, une atteinte des artérioles pouvant aller jusqu'à la nécrose artériolaire, d'où l'insuffisance rénale. Et vous avez l'athérosclérose. C'est une atteinte des artères de gros et moyen calibre, touchant notamment les troncs supra-aortiques, les artères coronaires, d'où l'infarctus du myocarde, et celles des membres inférieurs. Donc, on a vu l'HVG, l'artériosclérose, et puis vous avez l'athérosclérose. L'athérosclérose, comme on a déjà indiqué que ça touche les artères de gros et de moyen calibre,
surtout les troncs supra-aortiques, les artères coronaires et celles des membres inférieurs. Quand ça touche les artères coronaires, ça vous donne les DM. Quand ça touche les membres inférieurs, ça donnera la OMI, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Et quand ça touche les troncs qui sont les troncs supra-aortiques, ça donne peut-être un accident ischémique transitoire ou bien un AVC. Puisque les troncs supra-aortiques sont très proches des artères carotides, des artères cérébrales, etc. Voilà. Les conséquences physiopathologiques, on résume, HVG, artériosclérose et puis l'athérosclérose. L'histoire naturelle de l'HTA, ici on va apprécier le risque relatif de l'HTA. C'est 7 pour les AVC, 3 pour la maladie coronaire et 2 pour la OMI. Avant 55 ans, ce risque est corrélé autant aux valeurs de pression systolique que diastolique. C'est-à-dire avant 55 ans, la priorité est de régler la pression artérielle systolique. Après 60 ans, la corrélation est liée à la pression pulsée. C'est quoi la pression pulsée? C'est la pression artérielle systolique moins la pression artérielle diastolique. Donc surtout la pression systolique chez les personnes plus âgées. Dont on a parlé déjà, l'HTA systolique isolée chez le sujet âgé, d'où une pression artérielle systolique qui dépasse 14 et la pression artérielle diastolique toujours inférieure à 90. Donc voilà, avant 55 ans, c'est lié à la pression artérielle systolique, après 60 ans, la pression pulsée. Le traitement de l'HTA baisse de 40%, le risque d'AVC est de 15% celui de l'infarctus. Voilà, on a expliqué comment une HVG peut donner une ischémie et l'AVC, les athéroscléroses des troncs supra-aortiques peuvent donner l'AVC. Donc l'objectif de traiter l'HTA, c'est de pallier aux complications. Diagnostic positif de l'HTA. Comment reconnaissons-nous qu'il s'agit d'une véritable hypertension artérielle? Les circonstances de découverte. On a déjà indiqué que l'HTA est sous-diagnostiqué, sous-estimé, mal contrôlé chez la majorité des patients. Le plus souvent, l'HTA est totalement latente et n'est qu'une découverte d'examen systématique. Par exemple, quelqu'un qui arrive pour une autre pathologie, pour une autre exploration et fortuitement, elle découvre l'HTA. Elle peut être découverte malheureusement au stade des complications, parfois à l'occasion de survenir des symptômes qui sont neurosensoriels. On a les symptômes de l'HTA qui sont bien connus. On a les céphalées occipitales légèrement battantes. C'est une céphalée matinale qui résiste volontiers aux antalgiques habituels. On a aussi les phosphènes, les acouphènes, sont des troubles neurosensoriels. Donc, les phosphènes, les acouphènes, sensation de la mouche volante. La sensation aussi de brouillard oculaire. Une fatigabilité anormale, une nervosité, une irritabilité, une insomnie ou tout simplement les somnolences et surtout l'épistaxis. Ce sont les symptômes les plus ressentis dans une poussée d'HTA. Ces symptômes ne justifient pas un traitement d'urgence, c'est-à-dire pas pour n'importe quelle céphalée, on doit donner un antihypertenseur ou bien injecter l'oxène aux urgences. Le lien de causalité entre les symptômes et l'HTA est très difficile à affirmer. On a bien sûr plusieurs diagnostics différentiels à affronter. Les céphalées, par exemple, se trouvent dans une migraine. Les phosphènes et les acouphènes et les bourdonnements de l'oreille se trouvent dans la maladie de Menière. Une sensation de mouche volante peut être en rapport avec un décollement rétinien. Les sensations de brouillard peut être une pathologie ophtalmologique, ça n'a rien à voir avec l'HTA. Donc la mesure de l'HTA, c'est l'élément qui va à peu près... l'élément qui va corréler ces symptômes à l'HTA ou non. Aussi, il faut faire la part entre une urgence hypertensive et HTA, urgence hypertensive et poussée hypertensive. En général, la poussée hypertensive ne s'accompagne pas des signes de la souffrance viscérale, c'est-à-dire ça ne se retentit pas sur les organes. Méthode de mesure de la pression artérielle.
Bien sûr, la mesure, c'est l'élément qui va confirmer le diagnostic. La pression artérielle peut être mesurée au cabinet médical, de préférence, au domicile par le patient lui-même, ou bien enregistrée automatiquement au cours des 24 heures, ce qu'on appelle MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. On a des conditions pour la mesure qui sont très importantes. Ils peuvent fausser, par exemple, si les conditions ne sont pas respectées, ils peuvent fausser les mesures. Repos de quelques minutes, l'exercice physique automatiquement augmente l'HTA, augmente la pression artérielle. Utilisation d'un brassard de dimension adaptée et un bras maintenu au niveau du cœur. Mesure aux deux bras lors de la première consultation pour faire si on a une différence. Et on a une pathologie très connue pour donner une différence de valeur entre les deux mains et entre les deux bras. C'est la dissection aortique. Gonflage du brassard à un niveau suffisant pour rechercher la pression artérielle maximale et le dégonflage doit être lent. Au moins 2 mesures espacées de 1 à 2 minutes. Il ne faut pas en fait gêner le patient, faire des mesures chaque 30 secondes et tout. Mesure après 1 et 5 minutes à l'orthostatisme à la recherche du quoi? La fameuse hypotension orthostatique. C'est quoi la définition de l'hypotension orthostatique? C'est une baisse de la pression artérielle systolique par rapport à la valeur initiale supérieure ou égale à 20 ou la pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 10 mm/mercure. C'est l'hypotension orthostatique. Une hypotension orthostatique survient quand on passe de la position allongée vers la position debout, surtout brusquement. Ce passage, normalement, à la position alitée, il y aura une accumulation du sang ou réserve du sang dans les veines des membres inférieurs. Et puis, quand on passe à la position debout, le sang trouve une difficulté de passer ou bien d'assurer un retour veineux correct. Le retour veineux est réduit. Il y aura une diminution du débit cardiaque. Le retour veineux et le débit cardiaque sont associés, bien sûr. Diminution du débit cardiaque, c'est-à-dire une diminution du volume d'éjection systolique, parce que le débit cardiaque est égal à le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Une réduction donc de la pression artérielle sera la conséquence. Aussi, il faut vérifier les appareils des mesures au moins tous les 6 mois. Il est recommandé de mesurer la pression artérielle au cours des 3 consultations sur une période de 3 à 6 mois. Alors pourquoi cet intervalle? Cet intervalle de temps entre les mesures doit être plus réduit si le niveau initial de la pression ou le niveau de risque cardiovasculaire sont élevés. C'est-à-dire que il faut rapprocher les contrôles quand on a un chiffre tensionnel plus élevé. Une visite de contrôle devrait être programmée rapidement. La mesure de la PA au cabinet médical est simple et rapide à réaliser, mais peut entraîner aussi des erreurs fréquentes de diagnostic. On a 2 cas. Ça peut entraîner des erreurs par excès, et on va l'appeler l'HTA effet blouse blanche, ou par défaut appelé l'HTA masqué. Dans ce chapitre, on va voir à peu près les caractéristiques d'une HTA blouse blanche et les caractéristiques d'une HTA masquée et savoir distinguer entre les deux. Alors, l'HTA blouse blanche regroupe les caractéristiques suivantes. Définie par une pression artérielle supérieure ou égale à 14,9 au cabinet médical, normale en dehors de l'environnement médical. C'est-à-dire, c'est comme une attaque de panique. Au niveau du cabinet médical, l'HTA s'élève. En dehors de l'environnement médical, tout revient à la norme. C'est juste l'effet du stress accompagné par l'arrivée au cabinet. Une pression artérielle supérieure ou égale à 14,9 au cabinet, normale en dehors. La prévalence est de 15% des hypertendus et se rencontre plus souvent lorsque l'HTA est de grade 1 et de découverte récente et plus souvent chez la femme. La femme a tendance d'être beaucoup plus stressée que l'homme. Et lorsqu'il n'y a pas d'atteinte des organes cibles. Donc on a 3 conditions, ou bien les cas de figure les plus fréquents où on développe une HTA effet blouse blanche, c'est quand on a une HTA grade 1,
quand ça survient chez la femme et qu'on n'a pas d'atteinte des organes cibles. HTA grade 1, de découverte récente, beaucoup plus fréquente chez la femme et qu'il n'y a pas une atteinte des organes cibles. Donc HTA grade 1, pas d'atteinte d'organes cibles, beaucoup plus fréquente chez la femme. Le pronostic cardiovasculaire de ces patients est proche de celui des sujets normotendus. Mais le risque d'évoluer vers une HTA permanente est supérieur à celui de la population générale, ce qui nécessite une surveillance régulière de la PA. Donc même si c'est une HTA blouse blanche et que les chiffres se normalisent en dehors du cabinet médical, le pronostic cardiovasculaire est proche pour les sujets normotendus, mais le risque d'évolution vers une HTA, une vraie HTA, est très élevé par rapport à la population générale. Ce sont des personnes plus stressées et plus susceptibles de donner une vraie HTA. Donc on résume, une HTA blouse blanche, c'est une HTA avec une valeur supérieure ou égale à 14,9 au cabinet médical et normal en dehors. C'est beaucoup plus fréquente chez les personnes avec une HTA grade 1, aussi chez les femmes, sans atteinte des organes cibles. Le pronostic cardiovasculaire est le même pour les sujets normotendus, mais le risque d'évolution vers une vraie HTA est plus élevé par rapport à la population générale. Le contraire, c'est l'HTA masquée. On regroupe les caractéristiques suivantes. C'est une pression artérielle normale au cabinet médical et anormalement élevée en dehors. C'est quand vous avez un patient qui arrive au cabinet du médecin, il ressent un peu plus de soulagement. Ce soulagement va baisser ses chiffres tensionnels. Vous voyez comment l'état psychique a vraiment un grand impact sur la valeur de la tension. Une pression artérielle normale au cabinet médical est anormalement élevée en dehors. Concerne plus souvent les sujets qui sont âgés. Les sujets âgés ressentent en général un soulagement quand ils sont accueillis dans un cabinet médical. Chez ces patients, le risque cardiovasculaire est élevé, contrairement à l'HTA blouse blanche, et l'attente des organes cibles aussi fréquente, contrairement à l'HTA blouse blanche toujours, qu'en cas d'une HTA permanente, même prise en charge qu'une HTA permanente. Donc on peut dire que l'HTA masquée, à peu près, est beaucoup plus difficile à gérer que l'HTA blouse blanche, parce que quelque chose de masqué est quelque chose qu'on prend pas en considération, peut évoluer vers une vraie HTA sans même être au courant. Donc une pression artérielle normale au cabinet médical, anormalement élevée en dehors, concerne beaucoup plus les sujets âgés. L'HTA, par exemple, blouse blanche, concerne les femmes et les sujets moins âgés. Le risque cardiovasculaire et le pronostic est mauvais et l'atteinte des organes cibles est beaucoup plus fréquente qu'une HTA permanente. Donc ce sont des erreurs de diagnostic qu'il faut bien maîtriser pour ne pas avoir des chiffres non réels. Donc ça peut concerner un patient sur 4, il serait nécessaire de faire ce qu'on appelle une MAPA. Donc vous avez l'HTA blouse blanche qui survient au cabinet médical, disparaît en dehors. L'HTA masqué survient en dehors du cabinet médical et se réduit au sein du cabinet. Alors comment résoudre ce problème? Comment avoir les chiffres les plus corrects? C'est à travers une MAPA, une mesure ambulatoire de la pression artérielle. On va faire introduire un appareil, pardon, c'est pas introduire, c'est plutôt mettre à la disposition du patient un petit appareil de mesure, d'automesure de la pression artérielle qui va enregistrer les chiffres en dehors du cabinet médical. Le patient effectue combien de mesures? 3 mesures consécutives. 3 mesures successives en position assise, le matin et le soir, bien sûr au repos, pendant 3 jours, en période d'activité habituelle. C'est-à-dire qu'il ne doit pas changer son niveau d'activité. S'il est sédentaire, doit rester sédentaire. S'il est actif, doit continuer à être actif.
C'est ça la mesure ambulatoire de la pression artérielle. 3 mesures consécutives en position assise, matin et soir pendant 3 jours. La MAPA, c'est une mesure ambulatoire de la pression artérielle au moyen d'un tensiomètre porté par le patient pour une durée de 24 à 48 heures. On a estimé 3 jours et qui est programmé pour mesurer automatiquement la pression artérielle la journée et aussi pendant le sommeil. Ainsi, l'appareil va calculer 3 moyennes. Il faut apprendre ces 3 moyennes. Moyenne des mesures des 24 heures, c'est la moyenne de toutes les 24 heures. Puis vous avez la moyenne diurne et puis vous avez la moyenne nocturne. La moyenne nocturne est intéressante pour apprécier si le patient est de statut d'hyper ou non. Le statut d'hyper, c'est une diminution physiologique de la pression artérielle de 10 à 20% la nuit. D'où vient le terme d'hyper? C'est-à-dire du chiffre 10. Normalement, les individus dans des situations physiologiques présentent une baisse physiologique de la pression artérielle de 10 à 20% la nuit. Si un patient a une réduction supérieure à 10% la nuit, on dit que le patient est en statut non d'hyper, ou ça risque avec le temps de donner une HTA. Voilà les valeurs de la MAPA résumées dans ce tableau. On a la moyenne de la journée, de la nuit et des 24 heures. Des 24 heures supérieures ou égales à 13, 130 et au supérieur est égal à 80. C'est pendant la journée, pendant les 24 heures, journée et nuit. La journée supérieure est égale à 135 et ou même supérieure est égale à 85. Pendant la nuit, supérieure est égale à 120 et ou même supérieure est égale à 70. C'est ça les chiffres qu'il faut retenir. Donc les indications de la MAPA et de l'automesure. Selon les dernières recommandations, le diagnostic de l'HTA doit se baser sur la MAPA ou bien l'automesure à chaque fois que possible pour tous les patients. Quelles sont leurs indications? Les conditions dans lesquelles l'HTA effet blouse blanche est fréquente, vous connaissez que l'HTA grade 1. HTA grade 1 sur la mesure de la pression artérielle au cabinet médical. HTA grade 1 sur la mesure de la pression artérielle au cabinet médical. Ou bien une élévation marquée de la pression artérielle au cabinet sans atteinte d'organes cibles. Donc l'HTA grade 1 sur la mesure de la pression dans le cabinet, élévation marquée de la pression artérielle au cabinet sans atteinte d'organes cibles. C'est ça l'HTA blouse blanche. Pour l'HTA masquée, plus normal haute au cabinet médical, plus normal chez les personnes avec une atteinte d'organes cibles ou bien un haut risque cardiovasculaire. On revient au statut d'hyper ou non d'hyper. Pourquoi c'est important de connaître votre patient est de statut d'hyper ou non? C'est le cas où on a une suspicion d'une HTA nocturne comme dans l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, par exemple, correspond à un arrêt temporaire de la respiration pendant le sommeil. Cet arrêt peut entraîner peut aggraver ou bien, comment dirais-je? Alors, l'arrêt de la respiration pendant le sommeil peut perturber ou gêner la fonction du cœur. Le cœur travaille davantage. C'est un stress accru sur le cœur. Ce stress, avec le temps, peut donner une HTA. C'est un stress répété sur le cœur. La néphropathie chronique aussi, le diabète, l'hypertension endocrinienne ou un dysfonctionnement autonome. Toutes ces pathologies sont des situations où il est important de connaître votre patient du statut d'hyper ou non. Voilà l'intérêt de reconnaître si votre patient est de statut d'hyper ou non. Alors, la première partie de ce cours-là est terminée. Je vous retrouve dans la deuxième partie, Inch'Allah.